merci à tous de vous être connectés pour ce retour d'expérience de la mise en œuvre des services socles et du RPPS+ par la DMR Vendée, excusez-moi. Alors, pour rappel, quelques bonnes pratiques. Pour communiquer via Zoom durant la présentation, on va vous demander de bien vouloir éteindre vos micros. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin qui sera dédié. Donc, voilà, vous pourrez poser toutes vos questions à la fin de cette présentation. Si vous pouvez également vous renommer, donc indiquez vos noms, vos prénoms et surtout la structure que vous représentez. Et puis ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible sur le site du collectif SI ainsi que le PDF qui vous sera envoyé également. Donc, ce webinaire vous est proposé par le collectif des systèmes d'information médico-sociale Pays de la Loire. Donc, le collectif, si vous ne le connaissez pas, en fait, il est composé de directeurs d'établissements et services sociaux et médico-sociaux ou alors de responsables informatiques des systèmes d'information. Il a pour principaux enjeux en fait, de sensibiliser aux enjeux du numérique, d'orienter les établissements qui en ont besoin et de recueillir les besoins du terrain. Donc, depuis cette slide, vous pouvez accéder directement au site du collectif SI, où là, en fait, vous allez avoir des actualités, une carte dynamique si jamais vous souhaitez vous regrouper pour le programme SMS numérique. Ça peut être un autre sujet. Voilà, donc n'hésitez pas à naviguer sur le site du collectif SI. Il y a une boîte à outils également qui peut vous être utile. Vous pouvez contacter le collectif si jamais vous avez des questions à leur poser. Et donc, pour ma part, je suis Fiona D'Angelo, chef de projet ESMS numérique au GCSI Santé et j'accompagne le collectif dans ses travaux. Et n'hésitez pas à vous inscrire pour les actualités du site du collectif SI. Donc, à l'ordre du jour, on aura la présentation de l'ADMR Vendée, présentée du coup par Monsieur Beaujard, qui est responsable des systèmes d'information, qui va se présenter juste après. On reviendra sur le contexte de la mise en œuvre des services socles et du RPPS+, et notamment à quoi ça sert. Et enfin, donc, on aura le retour d'expérience de l'ADMR Vendée avec les points de vigilance. Voilà. Donc, je passe la parole à Monsieur Beaujard qui va présenter l'ADMR Vendée. Merci Fiona, bonjour à tous. Je vais vous présenter la DMR Vendée, donc une petite partie de la DMR Vendée, et puis mon petit retour d'expérience sur le projet des mises en service des services socles et du RPPS+. Donc pour parler de la DMR Vendée, juste pour une petite précision, donc voilà, la DMR, on a un ADMR national et du coup se décline par fédération départementale. Et donc, moi, je suis donc le responsable système d'information de la DMR de la Vendée. La DMR de la Vendée, c'est quoi? C'est environ 110 associations qui représentent 2400 salariés et 700 bénévoles pour un total de 57 700 clients. Nous avons environ, principalement, 4 pôles majeurs qui sont étalés sur le département par activité. Donc, on va avoir un pôle aide et accompagnement à la vie sociale qui va représenter notre activité majeure, qui est notamment le service d'aide et d'accompagnement à domicile, qui est tout ce qui va toucher, donc pour nous, sur le département, 84 services d'aide, 84 associations qui sont disséminées au travers du département. Ça comprend aussi du coup des résidences autonomie, un service de téléassistance, de la livraison de repas et des services d'aide aux aidants. Deuxième axe, le sanitaire et le médico-social qui ici va toucher tout ce qui touche les SIAD. Donc on a 14 SIAD ADMR, 13 centres de santé infirmiers, des EHPAD, des accueils de jour et une équipe spécialisée Alzheimer. Un dernier pôle qui a été fondé il y a très peu de temps, mais qui du coup prend de l'ampleur, qui est le pôle éducation-inclusion, qui contient tout le service d'intervention sociale et familiale, des lieux d'accueil parents-enfants, des lieux de vie pour les personnes à déficience, et notamment des micro-crèches qui sont en plein essor. Moi, je suis basé dans les services supports au niveau de la fédération ADMR qui se trouve à La Roche-sur-Yon. Et donc, les services supports, ce sont en gros tous les services qui vont aider en fait toutes ces associations locales pour pouvoir travailler correctement. Et donc, on a tout ce qui touche au service RH, la comptabilité, le juridique, le système d'information. On va retrouver aussi la facturation, etc. Voilà, tous les services que vous pouvez retrouver sur une structure normale.
Alors, du coup, donc je me suis déjà présenté en partie. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que la DSI? Du coup, nous, la direction des systèmes d'information donc, fait partie des services supports de l'ADMR de la Vendée. C'est une équipe d'environ 10 personnes qui est divisée en deux sous-services. Donc, on a un service système et support qui comprend notamment un administrateur système et des techniciens support qui répondent en fait aux demandes et aux incidents du réseau associatif. Et enfin, une équipe intégration qui, eux, sont plus spécialisés sur on va dire, pas le développement logiciel, mais plus l'intégration logicielle, notamment pour tout ce qui touche au logiciel métier. Donc, tout ce qui va toucher principalement aux éditeurs qui nous fournissent nos logiciels, qui nous permettent de travailler, donc que ça soit par exemple pour les SIAD, pour les SAD, ou pour les centres de santé infirmiers. Donc voilà, on a tout un panel de logiciels qui sont mis en intégration et donc où on a des personnes référentes. Mes principales missions, moi, au niveau donc, du système d'information, bon, je vais pas voilà, vous refaire mon CV. Par contre, au niveau de la DMR, j'ai quand même un rôle particulier, notamment sur le type de structure que on accompagne, et notamment j'ai un rôle d'être garant du bon fonctionnement et de l'amélioration continue du système d'information du réseau ADMR de la Vendée. Je suis aussi au niveau un membre du comité de direction et du coup, je dois proposer des évolutions en fonction des besoins qui me sont remontés. Je vais avoir aussi à anticiper les changements et les impacts métiers donc sur le système d'information et réciproquement, c'est-à-dire qu'on va avoir des impacts du système d'information qui redescendent au niveau des métiers. Ça va être le cas aujourd'hui avec ce qu'on va vous parler avec Fiona. Et notamment aussi la mise en œuvre des projets systèmes d'information stratégiques. Donc là aussi, c'est pareil, ça en fait partie aujourd'hui pour les évolutions du système d'information et de l'utilisation des logiciels métiers sur le terrain. Donc, le contexte de mise en œuvre des services socles et du RPPS+. Du coup, pour l'ADMR Vendée, donc, nous avons répondu l'année dernière à un appel à projet du programme SMS numérique donc, pour un projet de mise en conformité. C'est-à-dire que nous avons déjà en fait un logiciel qui répond, qui nous permet, enfin, voilà, un logiciel qui fait office de DUI sur l'ensemble de nos SAD et de nos SIAD. Et du coup, on a répondu sur le temps 2 de l'appel à projet du programme SMS numérique pour faire valider un projet de mise en conformité sur nos SAD et nos SIAD. Donc, ce qui représente 49 établissements dans le projet, sachant qu'il y avait une limite à 49, sachant que nous, sur la totalité, nous avons 84 SAD et 14 SIAD. Donc, la candidature a été validée par l'ARS sur le temps 2 de la phase d'amorçage du programme SMS numérique vers le mois de septembre de l'année dernière. Et du coup, à partir de là, notre projet, du coup, SMS numérique, s'est découpé en plusieurs phases. On a retrouvé donc la phase de passage de marché public, donc ça n'a pas été la plus simple, mais voilà, on n'avait pas l'habitude de cette articulation de passage de marché public. Elle s'est passée, elle vient de se valider le mois dernier par la validation de l'offre de notre éditeur qui a répondu du coup à nos conditions et aux conditions du programme de SMS numérique. On est passé du coup dans la phase de préparation du déploiement avec voilà, ça se fait avec l'éditeur. On a une phase de déploiement avec des anticipations, des phases pilotes, voilà, tout ce qui vraiment une gestion de projet à part entière pour pouvoir estimer et anticiper notre déploiement sur les 2 ans à venir. Et puis du coup la phase de déploiement qui est prévue pour fin d'année, voire début 2023. Côté chef de projet, donc nous, on a un chef de projet spécifique qui travaille déjà au sein de notre service, qui est référent du logiciel de l'éditeur en question. Donc, on a déjà un chef de projet qui va s'occuper du coup de cette mise en conformité. En plus, nous avons un chef de projet éditeur avec qui on a, voilà, on a déjà une contractualisation de 2 heures par semaine sur 2 jours dans la semaine. Donc, du coup, qui va continuer cette mission pour nous permettre de nous accompagner aussi sur cette préparation de déploiement et sur ce déploiement de notre mise en conformité de notre VU. Petite particularité, et qui du coup nous simplifie aussi la vie, notre solution actuelle est un logiciel web en grande partie, ce qui fait que ça va nous simplifier notre déploiement sur tous nos sites.
Au niveau de l'avancement du projet, donc, comme je vous disais, la phase de marché est finalisée, l'offre a été validée. On est donc en période, donc la phase de préparation de déploiement. Là, on est en train de voir pour le site pilote pour définir en fait un site pilote, donc qui va être une de nos structures pour essayer de faire voilà, un déploiement de mise en conformité pour s'assurer que la suite logicielle réponde correctement à toutes les exigences des services socles. Et du coup, derrière, on passera sur la phase de déploiement. Je précise tout de suite une chose très importante pour cette mise en conformité, la notion de RPPS+. Cette notion de RPPS+, il faut savoir qu'elle n'apparaît pas dans l'appel à projet du programme SMS numérique. Et pourtant, c'est une phase qui n'est pas à négliger et qui est obligatoire pour continuer et accéder aux services SOC. Donc, pour petit rappel, les services SOC, tout ce qui va toucher au DMP et à la messagerie sécurisée de santé, il faut que votre RPPS+, toute la phase de RPPS+, soit anticipée pour que vous puissiez accéder au service SOC. Donc, je crois qu'on en parle juste après, Fiona. Mais voilà, c'est un point très important. Il faut pas en fait que votre accès et votre déploiement RPPS+ se fassent en même temps que le reste. Il faut l'anticiper. Donc, un petit rappel sur les services socles et sur le RPPS+. Donc, les services socles, qu'est-ce que c'est? Donc, on va retrouver le terme DMP, dossier médical partagé. Tout ce qu'on va aussi avoir maintenant, on parle aussi souvent de dossier alors, il faut me dire, Fiona, si je dis une bêtise, mais je crois que c'est dossier pour l'espace de santé, dossier médical pour l'espace de santé. C'est ça, c'est le dossier médical de mon espace santé. Voilà, donc l'espace santé que vous avez certainement entendu parler, qui est en train de se déployer un peu partout pour le citoyen. Et du coup, la messagerie santé de sécuriser, qui permet un échange sécurisé de données ou de messages via donc une messagerie entre professionnels du médico-social ou de la santé. Donc ces deux services SOC en fait dépendent de référentiels socles qui sont l'INS, donc l'identifiant national de santé, qui est un référencement de données. Donc c'est là où le RPPS+ va avoir vous allez voir son intérêt. Et ProSanté Connect, qui est un système d'identification électronique que vous connaissez peut-être déjà, que les services des impôts utilisent déjà avec, alors je crois que ça s'appelle pas ProSanté Connect, ça porte un autre nom. C'est France Connect. France Connect. Mais c'est le même, voilà, on est dans le même principe. Alors, le RPPS+, en gros, qu'est-ce que c'est? Donc, vulgairement, le RPPS+, en fait, en gros, c'est un référentiel qui va contenir l'ensemble de vos professionnels de santé de vos établissements. Vulgairement, actuellement, il y avait un référentiel qui existait pour les professionnels de la santé, qui était, qui se dit pas, c'était l'ADELI. Et du coup, il a été ouvert aux professionnels du médico-social. Et en fait, les professionnels de santé et du médico-social vont se retrouver dans le même référentiel, c'est une sorte d'Elmer, qui va être ce qu'on appelle le RPPS+. Pourquoi est-ce que nos professionnels ont besoin d'être enregistrés à l'intérieur de ce référentiel? Tout simplement parce que en fait, nos professionnels vont avoir ce qu'on appelle des rôles pour accéder aux futurs services SOC, notamment la messagerie de santé et le dossier médical partagé. Pourquoi? Parce que pour pouvoir générer une messagerie de santé nominative, qui est donc l'avenir de nos utilisations de nos services socles, il faudra que notre professionnel soit référencé. Si notre professionnel n'est pas référencé, il ne pourra pas avoir en fait cette création de boîte aux lettres nominative. De la même manière, pour pouvoir accéder au dossier médical partagé ou à d'autres services, notamment ça peut être le DUI, à certaines données de notre DUI, des plateformes régionales, notamment la plateforme e-parcours et le dossier médical partagé qui, lui, est national, il va falloir accéder à une application qui s'appelle l'application ICPS. Pour pouvoir accéder à l'application ICPS, c'est pareil, il faudra que le professionnel soit en fait référencé dans cet annuaire. Le référencement dans l'annuaire en fait va générer un identifiant unique qui sera en fait utilisé pour pouvoir créer la messagerie et pouvoir y accéder. Et la même chose en fait pour l'ICPS. C'est ce qui sera d'ailleurs utilisé pour utiliser le mode de connexion ProSanté Connect. Alors, les différentes étapes du RPPS+,
Donc, en gros, il va y avoir des prérequis pour pouvoir anticiper toute la procédure. La première et la plus importante, donc celle que vous pouvez déjà faire si vous êtes concerné par ce besoin, c'est la contractualisation avec l'ANS. Donc l'ANS qui est l'Agence numérique de santé. Je dis pas de bêtises, j'allais dire une bêtise. Du coup, la contractualisation, ça se présente, c'est un document, hein, c'est un petit formulaire qui est pas très compliqué en fait, qui permet de contractualiser de deux manières différentes. On a le choix de contractualiser soit avec un finesse géographique, donc c'était la méthode courante qui est actuellement utilisée, et il y a eu une évolution qui a été faite qui permet de faire une contractualisation avec un finesse juridique. Alors, c'est quoi la différence? Moi, je vais vous donner mon point de vue, puisque je suis concerné par ça. Nous avons du coup plus de 49 établissements à intégrer à l'intérieur de cette contractualisation. Si on avait dû effectuer la contractualisation en mode finesse géographique, il nous aurait fallu 49 contrats avec l'ANS. Ça veut dire 49 fois signés avec 49 directeurs d'établissement, sauf que nous, nos établissements étant une association, nous n'avons pas de directeur d'établissement sur chaque structure. Donc, nous avons effectué le choix de faire une contractualisation avec Finesse Juridique, qui représente la Fédération ADMR de la Vendée, pour l'ensemble de nos structures. C'est-à-dire que c'est notre directeur général qui porte, en fait, la juridiction de l'ensemble de cette contractualisation. Ça, c'est pour la contractualisation. Là, je vous ai donné mon cas. Après, ça dépend en fait de votre organisation au niveau de vos structures. Deuxième étape, il faut définir la stratégie d'enregistrement. Alors là, c'est pas encore. Moi, je suis encore en phase voilà, on tâtonne encore sur cet aspect-là. Pourquoi? Parce qu'on attend en fait des renseignements, notamment sur quels vont être les métiers qui vont avoir besoin en fait d'être authentifiés au niveau de l'annuaire RPPS+, de ce référentiel. Notamment, est-ce qu'il va falloir qu'on descende pour la partie aide à domicile jusqu'aux aides à domicile? Voilà, on a cette interrogation. Donc, notre stratégie en fait de professionnel un rôle à définir, ça va être basé par rapport encore à un retour de l'ANS sur ces sujets-là. Néanmoins, on a commencé, nous, à définir le point 3, c'est-à-dire les gestionnaires RPPS+. Donc, nos gestionnaires RPPS+, qu'est-ce que c'est? Ça va être les professionnels auxquels vous allez donner des droits qui vont avoir l'autorisation de déclarer les professionnels qui sont sur le terrain, par exemple. Je vais donner un exemple tout simple. Notre service RH ou le service CSI, par exemple, chez nous, vont être en capacité de pouvoir déclarer des nouveaux arrivants quand on a des nouveaux contrats qui rentrent avec des nouvelles personnes, pour dire que voilà, ces nouvelles personnes, elles font partie de l'entreprise avec tel rôle. Donc, ça peut être un rôle d'aide-soignant, ça peut être un rôle autre, d'assistante de secteur ou de responsable de secteur. Et donc, on va avoir cette possibilité de les déclarer en tant que gestionnaire RPPS+. On va dire que le gestionnaire RPPS+, c'est quelqu'un qui a l'autorisation d'accéder au portail RPPS+, qui permet du coup la saisie des nouveaux salariés pour leur donner des droits. Étape 4, la préparation du poste de travail. Alors, pourquoi on a besoin de préparer le poste de travail? Tout simplement parce qu'en fait, lorsque l'on va contractualiser avec l'ANS, il y a en fait des formulaires à remplir, notamment pour les gestionnaires. Le gestionnaire, en fait, on va lui attribuer, enfin, l'ANS va lui attribuer une carte CPX. Donc, la carte CPX, ça va être une carte, en fait, nominative qui va lui permettre de pouvoir accéder au portail RPPS+. Ce portail, si vous n'avez pas cette carte, vous ne pouvez pas y accéder. Et pour pouvoir lire la carte, il va falloir, en fait, un lecteur de carte CPX. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, notamment au niveau du domaine infirmier, pour ceux qui possèdent des cartes CPS, donc c'est le même principe. Il faut un lecteur de carte standard à carte CPS. Donc c'est du matériel qui n'est pas très, très onéreux, qui coûte entre 10 et 30 euros suivant le modèle. Voilà, ça nécessite une petite préparation du poste, mais toute cette préparation est documentée dans un référentiel de prérequis qui est fourni par l'ANS. Le recueil des données personnelles des professionnels, donc ça c'est pareil, c'est obligatoire, c'est-à-dire que pour pouvoir renseigner vos salariés dans ce portail RPPS+, il va falloir récupérer des données, certaines données obligatoires, surtout des données d'état civil. Donc je n'ai pas la liste sous les yeux, mais voilà, il y a des données à préparer pour pouvoir les intégrer. Et donc là, je vois, prochaine étape à venir, donc j'enregistre les professionnels pour qu'ils puissent bénéficier de la ICPS ou de la MS santé nominative. Donc pour le moment, ça se fera donc au niveau du portail. Et donc Fiona, tu me confirmes, le portail n'est toujours pas opérationnel, hein?
Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire juste après. Effectivement, le portail n'est toujours pas opérationnel. En fait, l'ANS est en train de faire des mises à jour, notamment intégrer en fait une matrice d'habilitation pour les professionnels. Donc, du coup, voilà, ils nous ont toujours pas fait signe comme quoi c'était bon. Donc, on vous conseille, et l'ANS vous conseille du moins, de ne pas enregistrer vos professionnels pour le moment, parce qu'une fois qu'ils vont faire la fameuse mise à jour en intégrant cette matrice d'habilitation, en fait, il faudra tout recommencer. Donc, pour le moment, vous pouvez aller jusqu'à cette fameuse étape 5 de recueillir les données personnelles de vos professionnels, mais n'allez pas jusqu'à les enregistrer dans le portail RPPS+. Et par ailleurs, du coup, l'ANS a bien défini, enfin, a donné une liste de professionnels qu'on pourra enregistrer dans le portail, mais elle n'est pas définitive. Ils sont encore en train de l'ajuster. Voilà, c'est ce que moi j'attends. Alors, quelques points de vigilance donc, par rapport à notre retour. Donc, petit retour d'expérience, puisque du coup, nous aussi, on est en phase de. On est vraiment dedans là actuellement. Donc, nous, notre projet ESMS numérique, il concerne que 2 domaines d'activité qui sont les SAD, donc services d'aide à domicile, et les SIAD. Actuellement, pour que ce soit plus clair, nos SAD, on a 3 types de professionnels principaux qui se trouvent à l'intérieur de, on va dire 3 rôles métiers qui se trouvent à l'intérieur de ces SAD. On va avoir les aides à domicile qui sont sur le terrain, les assistantes de secteur et les responsables de secteur. Pour les SIAD, on va avoir des infirmières coordinatrices et des aides-soignantes qui sont aussi du coup au domicile des patients. Alors, normalement, nos infirmières coordinatrices possèdent déjà un numéro RPPS. À savoir que nous, on est en train de faire de notre côté, on est en train de faire un sondage, là, une récupération de données, notamment par rapport à ces infirmières, pour vérifier que toutes possèdent un numéro RPPS, parce que ce n'est pas forcément le cas. Donc, de ce côté-là, là, on a des questions qui se posent, puisqu'on a 2400 salariés sur l'ensemble du département. Quels sont les professionnels qui vont devoir être inscrits au RPPS+. Donc, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. On attend, nous, on va dire, une mise à jour des métiers à rôle. Pourquoi? Parce que si demain, on doit inscrire toutes nos aides à domicile, sur les 2400 salariés, on va compter à peu près 1700 aides à domicile. Ça n'est pas du tout la même chose en termes de logistique et d'intégration dans le RPPS+, que si on doit faire que nos responsables de secteur et nos assistants de secteur, qui représentent environ une centaine de personnes. Donc là, on a un sujet sur ce truc-là qui n'est pas encore tranché. Donc on est en train de préparer quand même, on se prépare, nous, à intégrer l'ensemble, au cas où. Mais voilà, honnêtement, ça m'arrangerait de ne pas aller si loin. Même problème pour les SIAD, sauf que je pense que pour les SIAD, Fiona, si je ne dis pas de bêtises, c'est déjà tranché. Je crois que les aides-soignants font partie des professionnels à rôle. Oui, oui. Voilà. Donc là, je pense que voilà, c'est tranché. Il faudra qu'on intègre nos aides-soignantes. Donc, ce qu'on pense faire, nous, pour les SIAD, c'est donner en fait le rôle de gestionnaire RPPS+, à chaque infirmière coordinatrice qui est donc responsable d'un SIAD, pour qu'elle puisse elle-même renseigner leurs propres salariés aides-soignantes de leur SIAD dans cette année. À quel niveau centraliser la gestion des numéros RPPS+. Donc ça revient, voilà, c'est toujours la même question en fait. C'est voilà, à quel niveau hiérarchique en fait on va nous gérer cette centralisation. On avait pensé initialement qu'on pourrait tout centraliser au niveau de la fédération ADMR par 3 services différents, donc c'est-à-dire le système d'information, le pôle, la direction du pôle aide et accompagnement qui représente les SAD et la direction du pôle santé qui représente les SIAD, pour que chacun puisse gérer ses propres personnels. Sauf que ça, c'était dans l'idée de départ et on pense que ça va devoir évoluer. Donc, on est en cours là actuellement en train de réfléchir comment on va gérer ça. Est-ce qu'on va le gérer sur notamment via l'aide du service RH qui eux ont en fait les entrées-sorties des salariés plus facilement que tous les autres services. Donc à voir, est-ce qu'on va intégrer en fait dans notre process une partie d'intégration RPPS+ au niveau du service RH ou pas. Non, là, il y a une discussion sur ce sujet-là au niveau du process pour savoir exactement comment on va le définir. Quelques points importants, notamment pour votre contrat d'adhésion, pour pouvoir définir le RPPS+. Donc, il y a un contrat d'adhésion, vous en avez parlé tout à l'heure,
qui peut être fait localement, donc si vous êtes en finesse géographique, si vous n'avez qu'une seule structure, par exemple, et si vous avez plusieurs structures, si vous en avez plus d'une dizaine notamment, je vous conseille, moi, de passer sur le contrat d'adhésion en finesse juridique. Bon, après, ça va dépendre de votre organisation. Pour pouvoir, enfin, une fois que vous avez rempli ce contrat, il faut faire une demande, alors ça c'est important, il ne faut pas se tromper, il faut faire une demande du formulaire 101. Donc si vous suivez le document de l'ANS, je rappelle le nom, qui s'appelle le prérequis à l'enregistrement des professionnels à rôle dans le portail RPPS+, c'est le document que moi j'ai suivi. Ce formulaire F101, il est fourni avec le document de prérequis, et il vous permet en fait de commander ce qu'on appelle une carte CDE, c'est une carte de responsable d'établissement. En fait, le responsable qui va signer le contrat d'adhésion, le responsable juridique, nous, on a fait une demande du coup pour qu'il ait une carte CDE. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a cette carte CDE, ça va vous permettre de faire les demandes de cartes pour définir quels sont les gestionnaires RPPS+. À ce moment-là, il y a deux cas. Il y a, est-ce que vos gestionnaires RPPS+, ont déjà une carte CPX ou est-ce qu'ils n'en ont pas du tout? Donc nous, pour la DMR, elles n'en ont pas. Que ce soit notre service à nous ou les autres services ou les personnels de terrain, pour le moment, il n'y a pas du tout de carte. C'est que ce soit du CPX, il n'y en a pas du tout sur notre réseau associatif. On en a sur la partie centre de santé, mais du coup, ça ne rentre pas dans le projet. Donc, on est parti sur le formulaire F301, donc le formulaire F301 qui vous permet de désigner vos gestionnaires RPPS+. Information importante, vous n'êtes pas obligé de faire un formulaire par personne. Vous pouvez saisir plusieurs personnes, c'est-à-dire donc plusieurs gestionnaires sur le même formulaire. C'est important. Si jamais vous avez déjà des cartes CPX, à ce moment-là, c'est le formulaire F502. Voilà. Il n'y a pas de piège, c'est tout indiqué dans le formulaire, on va dire dans le document de prérequis, c'est assez bien orienté et assez bien expliqué. Si vous ne l'avez pas, ce document de prérequis, on pourra vous le transmettre. Il est sur le site de l'ANS également. Donc, pour compléter en fait ce qu'on disait tout à l'heure, nous, on a besoin en fait pour pouvoir se mettre en conformité avec notre projet SMS numérique, c'est-à-dire la mise en conformité du DUI, il va nous falloir en fait définir des professionnels à rôle. Notamment, pourquoi? Parce que on a un logiciel dans lequel il va y avoir des données de santé qui vont transiter sur les fiches patients. Et donc, ça peut concerner plein d'autres choses, hein, mais notamment ces données de santé. Pour pouvoir y accéder, il faudra que ces personnes aient un numéro RPPS+. Pour pouvoir accéder à ces données à caractère médical ou confidentiel, notamment au niveau du DMP. Il peut y avoir des données à l'intérieur qui sont confidentielles, qui n'ont pas besoin d'être accessibles à tout le monde. Donc, pour pouvoir accéder au DMP, de toute façon, il faudra pouvoir s'authentifier avec le numéro correspondant RPPS+, qui aura été défini dans l'annuaire. Pour la gestion du RPPS+, donc ça, c'est ce que je vous disais. Initialement, on avait prévu le support SI, le pôle aide et accompagnement et le pôle santé. Peut-être que ça va devoir évoluer. Donc, on va partir sur ce modèle-là. Mais suivant en fait la réglementation qui va être fournie par l'ANS, notamment au niveau de nos professionnels du médico-social, pour notamment l'activité aide à domicile, il faudra qu'on réfléchisse comment on fera autrement. Donc ça ne va pas être négligeable parce que s'il faut qu'on gère nos 1600 salariés en entrée-sortie du portail, ce n'est pas la même logistique que quand il y en a une centaine. Pour les professionnels identifiés, on était parti de base sur les responsables de secteur, assistants de secteur et les infirmières coordinatrices pour la partie SIAD. Donc c'est pareil, hein, ça rejoint le même sujet, à voir jusqu'à quel niveau on va redescendre. Donc si on peut rester sur ce niveau-là, c'était sur ce sur quoi on était parti. Si demain on doit aller plus loin, on modifiera notre plan de déploiement. Pour pouvoir simplifier le process, c'est ce que je vous disais juste avant, on va essayer d'intégrer l'aspect RPPS+, comme une routine supplémentaire, au niveau notamment de l'entrée des salariés et de la sortie des salariés. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est que ce soit transparent pour les salariés du terrain. Les contrats, quand ils sont créés, nous, à la fédération, sur notre service ressources humaines. On va essayer en fait de les intégrer dans cette routine de création pour que, comme ce sont les ressources humaines qui ont le maximum d'informations, notamment au niveau de l'état civil, qu'ils puissent le gérer en même temps.
Voilà, on ne sait pas si ça va être faisable à 100%, mais on va essayer de la mettre dans une routine de process d'intégration pour que ça soit transparent. Voilà, action qui devrait être transparente sur le terrain. C'est vraiment notre objectif. Pour pouvoir, alors ça c'est assez important, pour pouvoir réussir, alors réussir, c'est un grand mot, hein, mais vraiment pour que ça passe en toute transparence et pour que vos professionnels de terrain ne se sentent pas assiégés d'une nouveauté qui risque de, voilà, qui pourrait leur sembler monstrueuse. On fait en fait une campagne de communication envers nos professionnels, donc qui s'est déclinée de plusieurs façons. La première chose, en fait, on a eu une présentation des services socles et du RPPS+, qui a été réalisée par l'ARS des Pays de la Loire et les services du GRAD, dont fait partie Fiona, auprès de nos directeurs de pôle. Ça a été une première étape, c'est-à-dire que nos directeurs santé et directeurs du pôle aide ont eu une présentation de tous ces services. Voilà, qu'est-ce qui allait changer, qu'est-ce qui est demain, comment ça allait se passer. C'est assez important parce que si déjà, on va dire, la partie de hiérarchie, de direction, ne maîtrise pas cet aspect-là, vous n'arriverez pas à aller plus bas. Alors pourquoi je dis ça? Parce que nous, en fait, c'est le système d'information qui porte le projet. Donc tout dépend après de votre structure, mais nous, à la DMR Vendée, c'est nous qui portons le projet. Donc il a fallu impérativement que les métiers d'aide à domicile et de SIAD soient vraiment intégrés au processus du projet. Deuxièmement, la présentation de la situation de la DMR et de son évolution, c'est-à-dire où on en est actuellement, comment on l'utilise et comment demain ça va se passer. Donc là, on descend d'un cran, on est descendu au niveau des cadres de secteur, responsables de secteur pour la partie SAD, et on fait la même chose pour les infirmières coordinatrices. Il faut qu'on leur explique, aujourd'hui vous travaillez comme ça, demain ça va être comme ça va changer ça que dans votre organisation, il va falloir s'adapter, on va vous aider à vous adapter, voilà comment ça va se passer. Donc nous on le fait là à près de 6 mois en avance, mais voilà, je pense que 6 mois on est bien, et il ne faut pas moins pour que ça puisse en plusieurs fois, on le fait en plusieurs réunions présentielles, il faut qu'on puisse voilà, avancer sur ce truc-là et puis vraiment rassurer tout le monde. À savoir qu'en plus des présentations en présentiel, avec échange de questions-réponses, on prépare aussi des supports accessibles en ligne pour notre réseau, pour expliquer voilà, qu'est-ce qui va changer prochainement. Et pour compléter ça, on a des communications officielles au niveau du réseau, donc, qui sont là vraiment à destination de tout le monde, pour compléter l'introduction des gestionnaires RPPS+, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un gestionnaire RPPS+? Qu'est-ce que ça va changer? Pourquoi demain on a besoin de ça? Donc ça nous fait des sujets en fait un petit peu d'actualité à mettre en place en amont pour nos professionnels qui permettent du coup de dédramatiser en fait cette nouveauté. Notamment ce qu'on a mis tout en bas, la communication via les réunions de service et newsletters. Voilà. Donc pour le moment, ça se passe bien. C'est pas encore en place, hein, mais voilà, la communication au niveau du RPPS+ se dilue tranquillement. Et puis, je pourrais vous en dire plus quand on l'aura mis en place. Donc, les points de vigilance vraiment à retenir par rapport à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Donc, nous, ce sont nos points de vigilance que l'on a remarqués par rapport à notre déploiement de projet. Vraiment important de se renseigner sur les documents existants. Il faut savoir qu'il y a un panel de documents papier, de documents en ligne, de vidéos et autres qui sont fournis par l'ANS, l'ARS et le GRAD sur tous ces sujets, des services socles, du RPPS+, comment on fait. C'est vraiment, tout est fourni en ligne. Et en plus, le GRAD de votre région, donc pour nous les Pays de la Loire, nous assiste et permet de nous assister aussi pour nous aider quand on a des questions ou quand on a des doutes sur certains sujets. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter, à les solliciter et à aller voir les documents qui sont disponibles. Fiona, tout à l'heure, a parlé du site du collectif Système d'information des Pays de la Loire. Le site reprend aussi des boîtes à outils qui reprennent en fait ces éléments, qui pourront vous permettre de vous aider dans votre démarche pour pouvoir préparer vos services socles et le RPPS+. Important aussi, si vous êtes comme nous dans une mise en conformité, le dialogue avec l'éditeur, ça peut paraître
loin, mais en fin de compte, nous, on a gardé un contact assez étroit avec notre éditeur pour savoir notamment quelles étaient les futures évolutions. Voilà, on les a questionnés plein de fois, on voulait savoir où ils en étaient, comment ça allait se présenter. Il ne faut pas hésiter à questionner l'éditeur, à dialoguer avec lui. Nous, de notre côté, il nous a filé pas mal d'informations, on a pu avancer avec lui, il nous a aidé aussi à avancer sur certaines questions où on avait des points de blocage. Voilà, il faut bien savoir que les éditeurs là-dessus, pour ceux qui passent en fait la certification, ils sont taqués à l'intérieur pour essayer de répondre à toutes les demandes. Et du coup, ils sont pour aider si vous avez vraiment des problématiques. Donc, il ne faut pas hésiter. L'anticipation par rapport à la taille de l'organisation. Alors, ça, c'est valable pour nous. Pourquoi? Parce qu'on est une grosse organisation en termes de nombre de structures. Mais effectivement, vous n'aurez pas la même stratégie que vous ayez un site ou que vous en ayez 84. Voilà, ça, c'est la différence. Ça va se situer en fait sur votre organisation ou votre structure. Voilà, pour la Démarre Vendée, nous, on a plus de 80 structures à faire passer. Donc, du coup, notre stratégie a été de centraliser une chefferie de projet au niveau du système d'information avec l'aide de l'éditeur, plus du coup après l'implication des directeurs de pôle, l'implication des responsables de structure et ainsi de suite. Il ne faut pas négliger cet aspect-là pour éviter en fait notamment que le logiciel, si vous avez un logiciel à mettre à jour, tombe d'un coup dans les mains de la structure et qu'il découvre en fait toutes les nouveautés. Donc l'importance du RPPS+, j'insiste là-dessus, mais en fin de compte, si vous ne faites pas cette démarche de contractualisation avec l'ANS, en gros, vous n'irez pas plus loin, puisque pour pouvoir répondre à minima sur les services SOC MSS et DMP, vous devrez passer par cette étape RPPS+. Donc l'importance du RPPS+, elle est majeure. Identifier les personnels à rôle. Donc là, nous aussi, on a déjà identifié certains personnels. Malgré tout, je mets un bémol, attention, on est toujours en attente d'une mise à jour de la liste fournie par l'ANS pour savoir si on n'a pas des modifications à faire, nous, au niveau des professionnels à rôle qui vont devoir être identifiés. Et super important, notamment même si vous avez une petite structure, mais si vous avez une grosse structure, surtout impliquer la partie métier. C'est impératif. Si la partie métier, vous ne l'impliquez pas dans ce sujet-là, notamment si vous êtes système d'information, on peut se dire, nous, le système d'information, c'est technique et on reste dans la technique, c'est une erreur complète. Il faut impliquer la partie métier parce qu'eux, ils seront force de proposition aussi sur l'organisation, notamment parce qu'ils ont beaucoup plus de retours, d'expérience sur comment sont saisis les dossiers, quels sont les éléments à mettre à l'intérieur qui vont devoir être soumis à identification. Vous, en tant que système d'information, vous pouvez apporter la réponse technique, mais la réponse métier, elle ne viendra pas de chez vous. Donc, il faut impliquer la partie métier dès le départ pour expliquer et vraiment dédramatiser ces évolutions qui sont nécessaires de toute façon à nos métiers. C'est tout. Merci beaucoup, Monsieur Baugère, pour votre retour d'expérience sur la mise en œuvre des services SOC et du RPPS+. Un grand merci. Et du coup, est-ce que vous avez des questions après tout ce qui vient de se dire? Il y a Monsieur Hubert. Alors, ouais, je crois que j'ai activé votre son du coup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ouais, bonjour. Vincent Hubert, moi je suis responsable système d'information en hospitalisation à domicile. Et j'avais une question pour Monsieur Baugère concernant donc, le RPPS+, et l'accueil par les infirmières. Donc les infirmières, j'ai cru comprendre qu'elles étaient coordinatrices principalement dans vos structures. L'accueil du RPPS, c'est-à-dire obligation de s'enregistrer auprès de l'Ordre national des infirmiers pour obtenir un numéro RPPS. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu des petites réticences? Est-ce que vous avez eu du mal à avoir certaines personnes qui aillent jusqu'à la cotisation pour pouvoir avoir des personnes qui ont fait l'ensemble de la démarche à l'Ordre des infirmiers? Alors, c'est une très bonne question, puisqu'effectivement, je suis en plein dedans. Ah, d'accord. Bon, ça me rassure. Et du coup, effectivement, il y a ce questionnement au niveau de l'enregistrement à l'ordre
qui se pose. Je crois, Fiona, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un questionnement qui a remonté au niveau de l'ARS et de l'ANS, ce sujet-là, parce qu'effectivement, c'est un point de réticence pour certains professionnels de santé. C'est ça. Voilà. Nous c'est un petit peu pareil. On a des infirmières coordinatrices, en effet, et on a grosso modo, je ne sais pas, peut-être 60% qui sont où il n'y a pas de problème. Bon, elles ont leur cotisation à jour, elles ont leur numéro RPPS. Donc, on a pu avancer tranquillement sur l'obtention des cartes CPS, des inscriptions pour la messagerie sécurisée, etc. Mais on a quelques personnes pour lesquelles ça bloque et voilà. Et donc, je voulais savoir si je n'étais pas tout seul en fait dans cette situation Non, avec des fois. vous n'êtes pas tout seul. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Mais Donc ça, effectivement, vrai c'est que un sujet. Hein. C'est un sujet, oui, ouais, tout à fait. C'est un sujet. Alors, la pédagogie, Oui. J'aurais envie de dire la pédagogie, mais c'est compliqué. Hein. Non, mais je suis d'accord. Et j'étais d'accord avec tout ce que vous avez dit dans l'ensemble, en plus, sur les usages qui, de toute façon, je veux dire, ce n'est pas une option. Pour plus tard, ça sera obligatoire. Mais moi, j'ai encore un petit peu de mal à effectivement le faire comprendre à certains professionnels. Ou à certains professionnels. Ok. D'accord. Bon, c'était plus une remarque dans ce sens-là. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame Métier, allez-y. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien, bonjour. Je fais partie d'un SIAD avec des aides-soignantes et des infirmières encadrantes. Je me demande si les aides-soignantes feraient partie des personnels à rôle qu'il faudrait intégrer dans le RPPS+. Alors, si je suis, moi, le référentiel que j'ai sous les yeux avec le tableau des nomenclatures des rôles, effectivement, je vois en deuxième ligne les aides-soignants et soignantes. Donc, ça veut dire qu'avec notre logiciel métier, elle renseignerait des informations médicales pour ensuite aller vers le DMP, par exemple. C'est ça? Alors, je ne sais pas quels sont les rôles qui sont mis en dessous l'aide-soignant. Ça, je n'ai pas le détail là sous les yeux. Par contre, je vois qu'ils font partie de la liste des rôles du professionnel dans les structures ESMS, notamment. Donc, c'est technique, mais je vois il y a le rôle 313 qui est affecté à l'aide-soignant. Et du coup, ça doit leur permettre d'avoir accès, je pense, à certaines données. Donc, pour pouvoir accéder à des données, ils doivent pouvoir s'authentifier. Fiona, tu me diras si je dis des bêtises. Mais voilà, ils font partie. Ce métier fait partie de la liste, en tout cas. D'accord. Donc, normalement, nous, on va avoir le même cas pour nos SIAD. On devra les enregistrer dans le portail RPPS+, comme étant des professionnels qui sont connus au niveau national. D'accord, mais on ne va pas, pour l'instant, dans le formulaire, je ne sais plus lequel. Alors, dans les formulaires, vous n'avez pas besoin de les enregistrer. Non, les formulaires, on n'a pas besoin. Non, ils servent juste pour définir. Pour les gestionnaires. Voilà, si vous allez, vous avez le premier formulaire qui va être pour votre responsable d'établissement. D'accord. Et vous allez avoir le deuxième formulaire après qui va être pour les gestionnaires RPPS+, c'est-à-dire ceux qui vont enregistrer les salariés. D'accord. Donc, le formulaire 101 d'abord et ensuite le formulaire F301. C'est bien ça? Voilà, si le F301, si votre gestionnaire n'a pas de carte CPX. D'accord. Sinon, c'est le 502. D'accord, très bien. Tout à fait. Hein. Les aides-soignants, du coup, font partie de la liste, donc pourront être enregistrés dans le portail RPPS+. Et du coup, en fonction de cette fameuse matrice d'habilitation, pourront avoir accès à plus ou moins de choses sur le DMP. D'accord. Et du coup, le site pour accéder au RPPS+, est-ce qu'on aura l'adresse pour y accéder? Alors, une fois qu'on sera enregistré avec l'ANS, peut-être, quand on aura adhéré? Alors, le portail, je pense qu'il doit être en libre accès. Vous allez vous connecter avec certainement votre carte du coup de gestionnaire RPPS+. Ah, c'est avec la carte, d'accord. C'est une fois qu'on aura la carte, d'accord. Pour l'instant, on ne peut pas y accéder. Alors, pour le moment, hein, c'est comme on vous le disait, on vous recommande de ne pas… de ne rien enregistrer. Voilà, de ne pas enregistrer vos professionnels sur le portail. D'accord. Très bien, merci. De rien.
Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que vous voulez nous faire part de votre situation si vous êtes déjà dans le processus du RPPS+, si vous êtes déjà engagé, si vous avez déjà signé des documents, si vous bloquez à certains endroits? Oui, bah donc oui, je me permets de prendre la parole. Simplement, moi, je ne suis pas du tout dans ce schéma-là pour le moment, mais effectivement, on entend parler. Et donc, la présentation en fait de Monsieur Hubert était parfaite. Et c'est un bon retour et c'est très intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Juste une question, en fait, donc pour les SAD, donc les responsables d'agence et oui, les responsables d'agence seraient effectivement référencés sur le RPPS+. C'est bien ça. Alors, tout dépend en fait voilà, de la matrice d'habilitation qui va être faite pour la partie SAD. Moi, je suis en attente hein, vraiment de cette mise à jour là, de la part de l'ANS. Et nous, on partait du principe initialement qu'on allait en fait déclarer en tant que gestionnaire RPPS+, les responsables de secteur. Donc, chez nous, dans la démarche, un responsable de secteur, c'est un responsable qui va gérer en fait plusieurs associations. Et en dessous, on a des assistantes de secteur qui, elles aussi, gèrent plusieurs associations, mais beaucoup moins, voilà, qui gèrent en fait les plannings. Et on avait pour l'idée de descendre jusque-là. Vraiment, c'est vraiment en dernier recours, mais c'était nous pour l'inscription RPPS+. Je ne parle pas vraiment de gestionnaire. Hein. Vraiment pour le gestionnaire restait chez nous à la fédération et on déclarait comme professionnels que les responsables de secteur et les assistants de secteur. On ne voulait pas en fait déporter le travail d'inscription auprès de ces professionnels-là. Ça leur rajoutait une charge de travail supplémentaire. Voilà. L'objectif, c'était vraiment que ça soit transparent pour eux et qu'on n'ajoute pas une charge de travail sur tous nos professionnels qui sont sur le terrain. Ouais. Le problème, c'est que du coup, si demain, il faut déclarer toutes les aides à domicile, nous du réseau ADMR Vendée, sur le portail, il va y avoir un sujet de discussion. Parce que je pense qu'au niveau du service RH, il va falloir rajouter une sacrée charge de travail. Alors, la charge initiale va être grosse, ça, voilà, c'est normal. Hein, la première fois qu'il va falloir les saisir, ça va être normal. De mémoire, je crois, sauf si je dis une bêtise, Fiona, mais il me semble qu'il va y avoir des possibilités d'import massives les premières fois. Après, en fait, c'est juste une question de flux d'entrée-sortie par rapport au turnover qu'on peut avoir sur un département. Je sais que sur le département de la Vendée, voilà, on a un flux d'entrée-sortie qui est assez conséquent sur 2400 salariés. Donc forcément, est-ce qu'on va conserver en fait cette gestion au niveau de la fédération ou est-ce qu'on ne va pas avoir le choix que de descendre nos gestionnaires RPPS+, jusqu'à des structures plus locales? Il y a ce questionnement qui est encore en suspense, là, que je suis pressé de résoudre. Et voilà, donc effectivement, votre responsable, en parlant du responsable d'agence, suivant comment c'est prévu chez vous au niveau de votre organisation, potentiellement, votre responsable d'agence serait gestionnaire RPPS+. Ce serait lui qui enregistrerait les professionnels de terrain. Ok. Et ça reste à voir pour les importations massives, je pense, à voir avec l'ANS ce qu'ils ont prévu. C'est pas sûr non plus. je me suis emballé. Mais on ne sait pas. Actuellement, ma question, c'est est-ce que les auxiliaires de vie, peuvent être inscrites au RPPS+. Je vais vous lire la première ligne du référentiel des métiers par rapport au… C'est une liste de métiers, en fait. Donc, vous allez retrouver les aides-soignants, les ambulanciers. Et la première ligne, c'est « autres salariés ou intervenants au sein d'un ESMS ». D'accord. C'est vague. Oui. C'est pour ça que moi aussi, je tâtonne sur ce truc-là. Après, il ne faut pas se mentir, dans nos logiciels métiers, on a des données qui sont saisies à l'intérieur de nos logiciels qui sont quand même des données confidentielles ou des données à caractère médical. Et on pourrait penser quand même logique que ces professionnels nécessitent quand même d'être référencés pour pouvoir être authentifiés via un code particulier, quoi. Tout dépend. Nous, au niveau de la DMR, on travaille avec une application mobile
qui contient quand même une bonne partie de ces données-là, voilà, la question se pose sur l'authentification à cette application. Donc, effectivement, ça ne serait pas dénué de sens. Mais c'est une question de logistique derrière. Ok, merci. Je vois qu'on a quand même largement dépassé l'heure qui était prévue. Si vous avez une dernière question, du coup, c'est le moment. Et puis sinon, on va pouvoir lever la séance. C'est OK pour vous? Excusez-moi. Est-ce que la présentation, on peut la voir ou pas? Parce que je la trouvais très bien, elle était claire, elle était précise. C'est Oui, possible ou... oui, je vais vous envoyer le PDF. Ouais, pas de souci. Beau travail de Monsieur Bourgard, alors. Bon retour. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Madame Mangelo. Eh ben, bravo à elle. Merci beaucoup, Monsieur Bojar, pour votre retour d'expérience et merci à vous d'avoir assisté du coup à ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le site du collectif SI ou à interpeller les membres du collectif SI ou moi-même au niveau du grade si vous avez des questions. Voilà, moi je vais vous envoyer le mail, donc du coup vous aurez mes coordonnées. Merci. Bonne fin de journée, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.